Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif. Elles ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Nous invitons les auditeurs à vérifier ces informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés. Luxembourg Funcast en français. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez technique mais crucial. Le nouveau cadre européen pour les prêts non performants. Les NPL. Oui, bonjour, c'est la fameuse directive UE 2021-2167. Exactement. L'idée affichée, c'est de créer un vrai marché secondaire pour ces NPL, de fluidifier tout ça. Pourquoi maintenant, au fond? C'est une réponse, disons, structurée à long terme aux leçons de la crise de 2008. L'objectif premier, c'est d'assainir les bilans des banques. En sortant ces NPL. Voilà, pour les diriger vers des acteurs plus spécialisés dans leur gestion et leur recouvrement. Et en même temps, ça participe à la construction de l'Union des marchés de capitaux, l'UMC. D'accord, donc on veut faire circuler ces actifs plus facilement. Comment l'Europe s'y prend concrètement pour harmoniser ça? Alors, la directive met en place des règles communes, partout dans l'UE, pour ceux qui achètent les NPL et surtout pour ceux qui les gèrent. Les gestionnaires de crédit. C'est ça. Et là, l'autorité bancaire européenne, la BE, a joué un rôle clé. Technique, mais vraiment fondamental. C'est-à-dire? Elle a dû développer ce qu'on appelle des normes techniques d'exécution, les ITS. Ah oui, les modèles de données standardisés. Précisément. Et c'est là que ça devient intéressant. Ou impressionnant, c'est selon. Ces ITS imposent des modèles de données très très granulaires. Granulaire à quel point? J'ai entendu des chiffres. On parle de 157 champs de données par prêt. C'est une vraie détafication, si on peut dire, de l'actif NPL. 157. Waouh! L'objectif, c'est la transparence, j'imagine. Réduire l'asymétrie d'information. Exactement. Rendre les portefeuilles plus comparables entre eux, faciliter l'analyse, mais ça a une conséquence directe. Laquelle? Ça transforme la due diligence. On passe à une approche beaucoup plus quantitative, basée sur ces données standardisées. Ça peut être une bonne chose, mais est-ce que ça ne risque pas de simplifier à l'excès des situations qui sont souvent complexes sur le terrain? C'est tout à fait le débat. Est-ce que cette standardisation capture bien la réalité parfois très spécifique de chaque prêt non performant? C'est une vraie question. Intéressant. Et alors, comment le Luxembourg a-t-il digéré tout ça? Comment ça se traduit localement? Le Luxembourg a transposé cette directive par une loi, celle du 15 juillet 2024. Et le point clé de cette loi? C'est la création d'un nouveau statut, le gestionnaire de crédit. Et ce statut est intégré dans une catégorie bien connue ici. Les professionnels du secteur financier, les PSF. Tout à fait. C'est un choix stratégique important. Pourquoi ce choix du cadre PSF? Quels avantages? L'avantage principal, c'est de s'appuyer sur un cadre réglementaire qui est déjà robuste, respecté et surtout supervisé par la CSCASF. La commission de surveillance du secteur financier, ça donne un gage de qualité, de sérieux. Exactement. C'est un label de qualité reconnu, y compris à l'international. Bon, évidemment, ça vient avec des exigences. Comme par exemple? Des exigences de capital minimum, on parle de 75 000 € ou 150 000 si le gestionnaire détient des fonds de tiers. Il y a aussi des règles de gouvernance, de contrôles internes. Donc un certain coût d'entrée, mais qui apporte de la crédibilité. C'est ça, et surtout ça ouvre la porte au passeport européen. Un gestionnaire agréé au Luxembourg peut opérer dans toute l'Union, c'est un atout majeur. Je vois. Alors, une autre spécificité luxembourgeoise, c'est la titrisation. C'est un outil très utilisé. Comment cette nouvelle loi NPL interagit avec la loi sur la titrisation de 2004? Ah ça, c'est un point vraiment névralgique, très important pour la structuration. La règle de base est simple. Si un véhicule de titrisation luxembourgeois, un SV, achète des NPL, Oui. il doit en principe désigner un gestionnaire de crédit agréé selon cette nouvelle loi NPL pour gérer ses actifs. D'accord. Mais vous avez dit « en principe ». Il y a une exception. Et elle est de taille. Si ce véhicule de titrisation est spécifiquement structuré comme ce que le règlement européen sur la titrisation appelle une entité ad hoc de titrisation, Une SSP selon le règlement U 2017-2402? précisément, eh bien dans ce cas-là, ce véhicule échappe aux obligations de la loi NPL luxembourgeoise. Il n'a pas besoin de nommer ce gestionnaire de crédit agréé spécifique NPL. Ah, d'accord. Donc ça crée un choix structurant fondamental pour ceux qui montent les opérations. Exactement. C'est une vraie bifurcation. Soit on suit le régime NPL avec un gestionnaire agréé NPL, soit on se structure en SSPE sous le règlement de titrisation, ce qui a d'autres implications, d'autres contraintes. Et d'autres coûts, j'imagine. De coûts, de type de supervision.
C'est une décision clé au moment de la structuration. Très clair. Parlons le peu du marché maintenant. On entend dire que les banques vendent moins de NPL en ce moment, que leurs bilans sont plus sains. Le taux de NPL était bas, autour de 1,9% fin 2024, c'est ça, hein? Oui, c'est vrai, pour les ventes primaires, directement par les banques. Leurs taux de NPL sont historiquement bas, donc moins de flux direct à vendre. Alors, est-ce que ce nouveau cadre réglementaire n'arrive pas un peu à contretemps? C'est un peu paradoxal. D'un côté, moins de ventes primaires. Mais de l'autre, on voit quand même émerger de nouvelles difficultés. Ah oui, dans quel secteur? Je pense notamment à l'immobilier commercial qui montre des signes de tension. Et certains segments de prêts aux PME aussi. Et surtout, Oui. le marché secondaire est très actif, c'est-à-dire les ventes de portefeuilles NPL entre investisseurs spécialisés. Et là, cette nouvelle réglementation prend tout son sens. Pour ces échanges entre investisseurs. Exactement. C'est là que la standardisation des données via les modèles ABE, l'utilisation de Virtual Data Room, les VDR, deviennent vraiment la norme pour évaluer et échanger ces portefeuilles. Et les contrats clés dans ces transactions? Il y en a principalement deux. D'abord, le contrat d'achat des NPL eux-mêmes, le SPA, ou parfois LPA. Et ensuite, et c'est une nouveauté imposée par la loi, le contrat de gestion de crédit. Le Credit Management Agreement. Oui, qui définit très précisément la relation, les obligations, les rémunérations entre l'investisseur propriétaire des NPL et le gestionnaire de crédit agréé qui va s'en occuper. C'est devenu un document central. Bien. Si on devait résumer un peu tout ça, l'Europe met en place un cadre harmonisé pour rendre le marché secondaire des NPL plus fluide et transparent. C'est l'idée générale, oui. Et le Luxembourg, lui, cherche à se positionner comme un hub central pour ses activités, en utilisant son cadre PSF pour les gestionnaires et ses outils de structuration comme la titrisation. C'est une bonne synthèse. Le Luxembourg joue clairement la carte de son écosystème financier et réglementaire pour attirer ces nouveaux acteurs et ces flux de NPL. Pour finir, quelle serait votre pensée finale sur ce nouveau paysage NPL? Un point de vigilance peut-être. Oui, une réflexion importante. On a beaucoup parlé d'harmonisation au niveau de l'achat et de la gestion des NPL. C'est une avancée certaine. Ça apporte plus de transparence, plus de fluidité au niveau européen. Mais Mais il reste un obstacle majeur, et pas des moindres. C'est la fragmentation qui persiste au niveau des lois nationales sur le recouvrement des créances et les procédures d'insolvabilité. ah oui, le fait que recouvrer une créance en Italie, en Espagne ou en Allemagne, ce n'est pas du tout la même chose. Exactement. Vous pouvez avoir un cadre harmonisé pour acheter et gérer le portefeuille NPL, mais l'efficacité réelle, la capacité à effectivement récupérer l'argent à la fin, eh bien ça dépend toujours fortement des lois et des pratiques locales de chaque pays. Donc l'harmonisation a ses limites. Disons qu'elle ne résout pas tout. Cette diversité des régimes de recouvrement et d'insolvabilité reste un défi majeur pour l'efficacité d'un marché NPL qui se voudrait vraiment pan-européen. C'est là que réside encore une complexité importante pour les investisseurs et les gestionnaires. Un point crucial à garder en tête. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif. Elles ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Nous invitons les auditeurs à vérifier ces informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés. Pensez à liker et de vous abonner, le Luxembourg Funcast en version française.